L'idée, lorsque l'on voit l'ampleur des destructions, c'est de vraiment raser cette bande de Gaza pour que la vie ne soit plus possible à terme sur ce territoire. Et on voit bien dans les bombardements tels qu'ils sont menés qu'il n'y a aucune volonté d'éviter les femmes et les enfants. Les Palestiniens, on ne les voit plus. On rentre dans un processus de déshumanisation. Et il me semble que ce tweet que vous nous montrez à l'instant s'inscrit pour moi exactement dans cette même logique. D'utiliser de tels propos, ça va au-delà de ce qui est, à mon avis, entendable. Les deux pays ne luttent absolument pas à armes égales. Il y a une force de frappe côté israélien qui est une force de frappe absolument colossale. Et en face, vous avez des combattants d'une milice. On ne met pas les Israéliens et les Palestiniens du tout sur le même plan et on ne les traite pas du tout de la même façon. Il y a de fortes pressions qui sont exercées sur les juges pour qu'ils n'émettent pas ce fameux mandat. Israël considère que ce mandat est un scandale parce qu'Israël se sent au-dessus des lois. Dès que quelqu'un s'élève contre des propos tenus par Netanyahou ou qui critique la stratégie militaire menée contre la bande de Gaza, il est instantanément qualifié d'antisémite et à ce moment-là, tout s'arrête. Il ne peut pas y avoir de paix avec un Gaza anéanti. Agnès Levallois, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO, consultante sur le Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po. Vous êtes à l'origine du Livre noir de Gaza, aux éditions du Seuil. C'est un ouvrage qui documente en profondeur l'ampleur de la tragédie qui se déroule actuellement à Gaza. Vous avez réuni une grande quantité de rapports, d'analyses, de témoignages pour faire mémoire sur ce qui est en train de devenir un des plus grands massacres de notre siècle. Pour commencer cet entretien, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce livre ? Alors, l'envie de réaliser ce livre repose sur le fait que la bande de Gaza étant sous blocus, et un blocus pratiquement hermétique depuis le 8 octobre, eh bien, je me suis dit qu'il était absolument vital et important de documenter ce qui se passait dans cette bande de Gaza, à l'abri des regards, puisque les journalistes étrangers ne peuvent pas rentrer dans cette bande de Gaza, les humanitaires y rentrent, mais vraiment au compte-gouttes. Et donc l'idée s'est imposée, et en ça les éditions du Seuil avaient envie aussi de publier un livre sur ce sujet-là. Et donc on s'est mis à réfléchir pour savoir comment on pouvait documenter ce qui se passe à l'abri des regards dans cette bande de Gaza. Et avec l'idée vraiment qu'il fallait qu'il y ait la mémoire de ce qui se déroule actuellement dans cette bande de Gaza, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, puisqu'on sait très bien que le temps passe et que parfois on peut oublier. Alors finalement, même s'il y a ce blocus, c'est vrai qu'on a des informations sur ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a une population qui vit sur place et donc qui documente quand même ce qui se passe, avec des journalistes palestiniens, des journalistes de Gaza, qui permettent d'avoir des éléments d'information. Mais ils deviennent aussi une cible d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a presque 200 journalistes qui ont été tués, et beaucoup directement parce qu'ils étaient journalistes chez eux et ciblés. Oui, absolument. Et donc on s'est dit que là aussi, c'était important de documenter quelle était la stratégie qui était mise en place par Israël à l'égard des journalistes, parce que si Israël ne veut pas que les journalistes internationaux rentrent, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait des témoins de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et donc les journalistes gazaouis sont effectivement des cibles. Tous les médias ont été touchés, les bureaux de l'AFP ont été touchés, les bureaux d'Al Jazeera ont été touchés, et la liste est longue. Et vous avez raison de rappeler qu'il y a pas loin de 200 journalistes qui ont été visés, alors parce qu'ils sont journalistes, et une partie d'entre eux au moment où ils exerçaient véritablement leur métier, qui était de rassembler des informations pour les porter à la connaissance de la communauté internationale. Depuis quelques semaines, la violence d'Israël prend des proportions extrêmement inquiétantes. On voit que la quête de vengeance de Netanyahou l'a amené à bombarder avec une violence folle, le Liban, mais aussi la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Yémen, qui sont aussi concernés par ces bombardements. Quel regard vous portez sur le fait que ce conflit s'élargit de plus en plus ?
Eh bien, c'est ça qui est profondément inquiétant dans ce conflit, c'est que ce conflit qui part de la bande de Gaza, qui est donc une réponse au massacre du 7 octobre, qui sont évidemment des crimes absolument épouvantables, crimes contre l'humanité, et qu'il faut évidemment dénoncer. Et donc, on comprend évidemment qu'Israël, après ces massacres, estime qu'il doit réagir par rapport à ce traumatisme que représentent ces massacres sur la société israélienne. Je rappelle quand même qu'effectivement, cet État d'Israël a été créé pour permettre, pour qu'il y ait un foyer protecteur pour l'ensemble des Juifs à travers le monde qui le souhaitent et qui viennent s'installer dans ce pays. Et que ce qui s'est passé le 7 octobre, évidemment, remet en question cette capacité qu'a l'État d'Israël d'apporter la protection à ses concitoyens. Donc qu'il y ait une riposte israélienne, on la comprend. Ce que moi, je ne comprends plus, et depuis maintenant de nombreux mois, c'est la violence de cette réaction et le fait de bombarder systématiquement des civils, et que non seulement ça atteint la bande de Gaza et la population gazaoui, mais on voit maintenant cette volonté de ce gouvernement quand même composé d'éléments d'extrême droite et des colons qui ne se contentent pas, si je puis dire, de ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais qui entendent maintenant régler leurs comptes aux combattants de Hezbollah et qui vise quoi finalement derrière ça? Évidemment, c'est l'Iran qui est visé. C'est comme si l'occasion était donnée aujourd'hui à Netanyahou d'en finir avec ce qu'il estime être la menace iranienne. Et cette menace iranienne qui a pris effectivement des formes très diversifiées depuis maintenant des années et des années, quand on voit la capacité d'influence que l'Iran veut avoir sur ce Moyen-Orient à travers ce qu'on appelle des proxys, donc des milices qui sont proches de l'Iran. Et donc vous avez cité les Houthis au Yémen, mais également les milices irakiennes financées par l'Iran. Et donc tout ce réseau dans la région est visé aujourd'hui par Israël, qui considère que, en raison des massacres du 7 octobre, le moment est venu vraiment d'essayer de mettre un terme à tout ce que Israël considère comme étant une menace. Alors, est-ce que c'est une menace réelle? Est-ce que c'est une menace qui est exagérée? Ça, après, on peut en discuter dans le détail. Mais en tous les cas, l'objectif, effectivement, de Netanyahou aujourd'hui, c'est vraiment de profiter de ce moment pour, une bonne fois pour toutes, tenter de réduire cette menace. Là où on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on peut réduire une menace de cette façon-là? Là, bien évidemment, moi, j'ai mis les plus grands doutes parce que je ne suis pas sûre qu'en créant autant de violence, on attire en échange des volontés de paix des populations qui subissent la violence de ces bombardements. Alors, au moment où on enregistre cette vidéo, Israël semble préparer une riposte très violente contre l'Iran. Iran qui est un pays d'ailleurs que vous connaissez particulièrement bien. Qu'est-ce qui risque de se passer d'après vous? Alors difficile de faire des plans quand on voit une situation qui est aussi compliquée, aussi trouble. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël va réagir parce que suite à l'envoi de pratiquement 200 missiles il y a quelques semaines maintenant par l'Iran sur Israël, Israël estime qu'il se doit de répondre. Alors, il y a toutes les discussions autour des cibles. Alors, on parle des sites nucléaires iraniens, puisque l'obsession d'Israël, c'est la question nucléaire de l'Iran. Israël ne veut absolument pas que l'Iran puisse se doter de cette capacité. Et ça, c'est un vieux projet israélien de lutter contre ce que représente cette capacité qu'aurait l'Iran de posséder cette arme nucléaire. Alors, on sait que les Américains ont dit aux Israéliens qu'il était hors de question de s'attaquer aux sites nucléaires, parce que là, on peut rentrer dans un cycle de violence que plus personne ne maîtriserait. Mais on sait aussi ce que veulent dire les lignes rouges et comment Israël respecte les fameuses lignes rouges américaines. Donc on peut être sceptique sur la capacité qu'aurait Netanyahou à écouter ce qu'ont dit les Américains à ce propos. D'autres considèrent que les installations pétrolières, c'est une autre cible possible, et là qui peut faire très mal à l'Iran, parce que aujourd'hui la situation économique de l'Iran quand même est très très problématique en raison des sanctions qui s'imposent à ce pays. Et donc le fait d'attaquer les installations pétrolières iraniennes voudrait dire que l'Iran ne peut plus du tout exporter de pétrole. Or, on sait que même si l'Iran est sous sanctions et que normalement il ne peut pas vendre son pétrole, en fait il arrive à le vendre à certains pays et donc ça lui permet d'avoir une ressource financière indispensable
pour le pays, puisque cette situation économique est dramatique et suscite beaucoup de contestations en interne sur la scène intérieure iranienne. Donc effectivement, si Israël veut faire mal à l'Iran d'attaquer des installations pétrolières, c'est une cible qui peut tout à fait être envisagée. Après, on peut aussi envisager d'autres cibles, comme l'a déjà fait d'ailleurs Israël par le passé, qui est des cyberattaques. Et ça, on sait qu'Israël a les moyens, puisque Israël a déjà mené des cyberattaques contre l'Iran. Et ça, c'est peut-être moins spectaculaire, mais ça peut être tout aussi efficace pour atteindre justement eh bien, les objectifs d'Israël, à savoir de mettre en difficulté et de retarder pour le plus longtemps possible eh bien, l'accession de l'Iran à ce fameux enrichissement de l'uranium qui pourrait conduire à posséder l'arme nucléaire. Et c'est ça que Israël, par tous les moyens, veut absolument empêcher. Mais s'il attaque l'Iran sur le pétrole pour lui faire mal, ça lui fera mal, mais ça ne va pas nous faire mal aussi à nous, parce que ça veut dire que le prix du pétrole va exploser. Dans ce cas-là, s'il rentre là-dedans aussi, on a l'impression que les conséquences sur le reste du monde ne sont pas dans le scope israélien. Bah, j'ai quand même le sentiment aujourd'hui, quand on voit la stratégie qui est menée par Israël, que la stratégie d'Israël est avant tout une stratégie qui vise à faire attention à ses intérêts à lui et pas forcément à tenir compte des intérêts même de ses partenaires, alors qu'on pourrait imaginer effectivement qu'Israël se doit de faire attention à ses partenaires. Mais on voit bien que là, il y a une stratégie jusqu'au boutiste et qui ne tient en aucun cas compte de ce que peuvent dire les alliés même d'Israël. Et comme c'est votre sujet, l'Iran, qu'est-ce qu'ils veulent les Iraniens d'après vous ? Alors, à mon sens, les Iraniens, eux, ne veulent absolument pas d'une guerre avec Israël, puisque la guerre avec Israël, ça veut dire une chose très concrète, c'est la guerre avec les États-Unis. Parce que qui est derrière Israël dans ce cas-là? Ce sont les Américains. Et donc, les Iraniens savent qu'ils n'ont absolument pas les moyens de rentrer en guerre avec les États-Unis. Et un autre point important, c'est qu'avec le nouveau président iranien, qui est un plus ouvert que son prédécesseur, qui est mort dans un accident ou on ne sait pas très bien dans quelles conditions il est mort il y a quelques mois, mais le nouveau président qui a été élu à la tête de l'Iran est beaucoup plus ouvert à des réformes et lui souhaite reprendre le dialogue avec les Américains pour obtenir la levée des sanctions. Parce que ce nouveau président a compris que les tensions en interne, qui sont importantes, sont dues aussi à des conditions de vie de plus en plus difficiles pour la population iranienne, et que s'il veut sauvegarder à terme la République islamique, les fondements même de la République islamique, il faut absolument obtenir une amélioration des conditions de vie pour les Iraniens, et donc ça passe par une reprise du dialogue avec les Américains pour obtenir la levée des sanctions. Donc une guerre avec les États-Unis va complètement à l'encontre de cet objectif, qui est un objectif vraiment de ce nouveau président. Alors vous allez tout de suite me dire que le pouvoir est dual en Iran et qu'il y a le guide suprême qui n'est pas forcément sur la même ligne que le président de la République et que le guide suprême, lui, peut être dans une stratégie beaucoup plus guerrière que ne l'est le président. Il y a un équilibre qui se trouve entre les deux et donc les gardiens de la Révolution, eux, sont plutôt dans une stratégie évidemment de défendre leurs intérêts et de garder la crédibilité de la République islamique vis-à-vis de ses alliés. Si l'Iran ne réagit pas du tout, eh bien évidemment ça met à mal tout le discours déployé par les gardiens de la Révolution, estimant que l'Iran est une puissance régionale et qu'à ce titre, eh bien, elle veut avoir une influence, elle veut maintenir son influence et donc elle se doit de réagir. Et donc c'est tout cet équilibre qui est en jeu aujourd'hui, avec un guide suprême qui est quand même âgé, qui est malade, un nouveau président qui aimerait aller vers plus de réformes. Et donc comment tout ça va s'articuler? Eh bien ça va aussi dépendre de la nature de l'attaque d'Israël et qui va contraindre ou non les Iraniens à réagir et jusqu'à quel point ils vont réagir. Justement, sur l'Iran, on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet de l'Iran et le nucléaire. On sait qu'il y a eu un début de programme qui a été arrêté. Aujourd'hui, Israël a l'air de dire que l'Iran est à deux doigts de faire une bombe nucléaire. Les États-Unis disent non, pas forcément, ce n'est pas nos informations. Vous connaissez très bien l'Iran. C'est quoi un peu l'évolution et la vision du nucléaire pour l'Iran? Et ce qui se passe, est à des menaces. Est-ce que ça ne risque pas de pousser l'Iran à justement vouloir développer une arme nucléaire? Mais ils savent aussi derrière que ça risque de susciter, dans ce cas-là, une Arabie saoudite nucléaire et une Turquie nucléaire, avec un Israël dont on sait qu'il est lui-même nucléaire.
Alors, ce qui est sûr, c'est que pour l'Iran, l'Iran qui se considère et qui est une puissance régionale, il estime tout à fait légitime d'accéder à la technologie du nucléaire civil. Les Iraniens ont toujours dit qu'ils voulaient le nucléaire civil et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils n'aient pas accès à cette technologie leur permettant d'aller vers le nucléaire civil. Et l'accord qui avait été signé en 2015 avec les Américains, les Iraniens et les Européens, qui mettait justement tout ça sous contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, eh bien, permettait de maîtriser, de reconnaître à l'Iran le droit de disposer de cela dans un cadre civil. Et toutes les enquêtes qui ont été après menées par l'AIEA tant que l'accord a été signé, ont montré que l'Iran respectait complètement les termes de l'accord. Tout ça a été remis en question, vous vous souvenez, avec Donald Trump qui est sorti de ce fameux JCPOA, qui est l'accord sur le nucléaire. Depuis, l'Iran estime qu'il n'est plus tenu par les termes de cet accord et donc a continué à enrichir de l'uranium. Alors, ce que l'on ne sait pas exactement, c'est s'il est arrivé à ce qu'on appelle au seuil, c'est-à-dire au moment où on est presque au nucléaire militaire et qu'il suffit de quelques semaines ou de quelques mois pour accéder à la fameuse bombe. Là, tous les avis divergent entre ceux qui considèrent, qui sont opposés à ce que l'Iran dispose de cette arme et considèrent qu'ils sont déjà au seuil, et les autres qui sont moins persuadés de ce danger que représenterait l'Iran, qui considèrent qu'il n'y est pas encore. Ce qui est sûr, c'est que pour l'Iran, c'est une question importante, vitale, en tant que puissance régionale, de disposer de cette technologie et d'avoir accès au nucléaire civil, et qui ne s'interdit pas, si effectivement ils se sentent menacés, de pouvoir continuer pour aller au-delà vers le militaire. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y est pas et il faudrait encore un petit peu de temps. Qu'Israël mettre ça en avant, c'est une évidence, parce que ça justifie, du coup, de pouvoir attaquer l'Iran. Donc ça, c'est une vieille rengaine, j'allais dire, d'Israël maintenant depuis des années. L'Iran, c'est le grand méchant depuis l'avènement de la République islamique en 1979, et à partir de là, l'Iran est devenu un pays ennemi, et donc il faut l'empêcher d'accéder à quoi que ce soit. Et effectivement, si tout ce scénario très, très noir qu'on est en train de dessiner arrive à se développer, évidemment que l'Iran serait d'autant plus tenté d'aller vers le nucléaire, même militaire, pour se défendre dans un environnement qui serait, à ses yeux, évidemment, très, très hostile. Et là, on rentre dans une course, évidemment, dramatique entre la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, tout le monde considérant qu'il n'y aurait aucune raison que l'Iran et qu'Israël dispose de cette arme nucléaire, alors que ce ne sont pas des pays arabes, vous aurez noté, et donc les pays arabes se sentiraient profondément menacés et en danger, et donc là, il y aurait une course pour l'Arabie saoudite, la Turquie, mais l'Égypte aussi, qui a un vieux rêve depuis longtemps, mais elle n'a jamais eu les moyens de le faire, d'accéder à cette bombe nucléaire. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment est très inquiétant, parce que ça ne peut que conduire à une course à l'armement, et y compris, pourquoi pas, la question nucléaire qui s'impose dans ce débat à ce moment-là. Alors en Occident, il y a une couverture médiatique qui tend à minimiser les actes d'Israël, ou à tout le moins essayer de les rapporter à une forme de proportionnalité en raison de l'attaque du 7 octobre. Est-ce que les attaques d'Israël vous semblent justifiées? Est-ce que Israël et Gaza luttent à armes égales? Alors non, évidemment que les deux pays ne luttent absolument pas à armes égales, puisque d'un côté, vous avez un pays avec une armée, avec des moyens militaires colossaux, d'autant plus qu'ils sont fournis par les Américains qui disposent du matériel le plus sophistiqué qui soit, et que les États-Unis livrent à Israël son matériel le plus sophistiqué, parce que c'est un allié très fort pour Israël et pour les États-Unis. Donc il y a une force de frappe côté israélien qui est une force de frappe absolument colossale, et en face vous avez des combattants d'une milice, mais qui n'est absolument pas un État et qui ne dispose pas évidemment de ces mêmes méthodes. Dans ce rapport asymétrique, c'est vrai que le Hamas utilise des armes qui font très peur, qui est le terrorisme, qui sont des actes terroristes. Alors même si on peut discuter sur ce que veut dire terroriste ou pas, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais donc le fait que le Hamas était capable de mener l'opération du 7 octobre avec 1200 morts et 250 pris d'otages et dans des conditions absolument épouvantables, ça a tellement marqué les esprits que pour beaucoup, la riposte israélienne est justifiée, parce qu'il faut absolument arrêter la possibilité que le Hamas puisse mener ce genre d'opération.
Mais le débat est un peu faussé, sans minimiser en aucun cas la violence des actes qui ont été commis par le Hamas, bien évidemment. Mais on ne peut pas renvoyer dos à dos Israël et le Hamas, et encore moins les renvoyer dos à dos, parce qu'il y a un élément que je voudrais ajouter qui me paraît essentiel pour comprendre ce qui se passe. C'est que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes de ce qui se passe au Moyen-Orient, on a l'impression que le 7 octobre est tombé comme ça. Tout d'un coup, le Hamas a été pris de folie et a mené une opération délirante. Oui, l'opération est monstrueuse et délirante. Mais ça s'inscrit dans une histoire de ce Proche-Orient et dans une histoire du conflit israélo-palestinien. Une histoire qui, on va la faire commencer en 1948, à la création de l'État d'Israël. Et depuis 1948, eh bien, toutes les tentatives de créer un État palestinien n'ont pas abouti. Et donc, tout ce combat qui est mené par le Hamas, alors de la pire façon qui soit, et le drame, ce sont ces attentats du 7 octobre, qui finalement ont remis cette question palestinienne sur le devant de la scène, mais de la façon la plus terrible qui soit, la plus dramatique qui soit, mais qui était une façon aussi de dire, vous voulez que cette question palestinienne disparaisse, mais elle ne va pas disparaître, et nous, Palestiniens, nous n'allons pas disparaître. Mais je rajoute tout de suite que ce rappel a été fait, et j'insiste là-dessus, dans les pires conditions qui soient, et qui, au bout du compte, ne servent pas la cause palestinienne. Et comment est-ce que vous qualifieriez ce que fait Israël à Gaza en ce moment? Pour moi, ce sont des massacres. Ce sont des massacres qui sont menés par cette armée israélienne, puisqu'on est loin d'une proportion qui est mise en avant par Israël. On est loin de tous ces propos sur cette armée éthique telle qu'Israël se revendique. Alors, évidemment, l'explication qui est donnée, c'est qu'Israël largue des tracts pour prévenir la population de Gaza de quitter telle zone lorsqu'elle va être bombardée. Mais tout ça, honnêtement, ça n'est pas sérieux. On ne peut pas considérer que ces mesures sont des mesures de protection des civils. On voit bien qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des armes telles qu'elles sont utilisées par l'armée israélienne, et on a tout un chapitre dans le livre qui parle de l'utilisation de ces armes, l'utilisation de l'intelligence artificielle. On voit bien que les armes utilisées par l'armée israélienne à Gaza visent à tuer et à détruire le plus grand nombre et non pas à viser des responsables du Hamas ou des combattants du Hamas. L'idée, lorsque l'on voit l'ampleur des destructions, eh bien, c'est de vraiment raser cette bande de Gaza pour que la vie ne soit plus possible à terme sur ce territoire. C'est vraiment ça qui ressort de l'analyse de la stratégie mise en place par Israël, c'est de rendre le territoire de Gaza invivable par l'utilisation de ces armes, par ces bombardements qui sont massifs et par le fait que plus personne, à terme, si ça continue encore, ne pourra vivre simplement sur ce territoire. Comment continuer à vivre alors que tout est rasé ? Et comment vous voyez le débat actuel justement autour de cette qualification de ces massacres, pour savoir si ça rentre dans un cadre d'épuration ethnique, de crimes contre l'humanité, de génocide, puisque c'est le terme qu'emploient même des grands spécialistes israéliens de la Shoah, comme Ras Segal ou Omer Bartov, qui ont changé d'avis. D'ailleurs, Bartov avait dit au début, non, il ne faut pas exagérer, puis maintenant il dit, ah oui, non, ok, je me suis trompé, là, on peut commencer sérieusement à employer ce mot-là. Comment vous voyez ce qui se passe autour de cette qualification ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, un certain nombre de positions ont évolué. Quand au début, au bout de quelques mois, certains ont commencé à utiliser le terme de génocide, moi, je me refusais à l'utiliser, estimant qu'on n'avait pas encore d'éléments suffisants permettant de qualifier ce qui se passait dans la bande de Gaza de génocide. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de nettoyage ethnique. Moi, je considère, alors dans ma position, moi je ne suis pas juriste, je suis chercheuse, spécialiste de cette région, alors je m'abrite, si je puis dire aussi, derrière les juristes, et je considère que ça, c'est un débat qu'il faut laisser entre les mains de juristes et de leur laisser la possibilité après de pouvoir documenter suffisamment ce qui se passe pour pouvoir utiliser les mots adaptés pour définir ce qui se passe actuellement. De plus en plus, effectivement, on se dit que le terme de génocide est applicable à ce qui se passe à Gaza. Mais vous savez, ce que je crains avec tous ces débats qu'il y a sur l'utilisation de tel terme plutôt que tel autre, c'est que parfois, ça empêche de regarder la réalité. Quand on passe son temps à cette discussion, on ne regarde plus ce qui se passe sur le terrain. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, parce que la guerre continue à Gaza, que des civils continuent à être tués tous les jours, c'est de continuer à documenter ce qui se passe.
Et le travail de documentation sera un travail qui sera utile à la fin de la guerre pour les juristes qui travaillent sur ce droit international et qui auront les moyens, j'espère en tous les cas, de pouvoir qualifier de la façon la plus juste possible ce qui se déroule en ce moment sous nos yeux. Donc je ne dis pas que ça n'est pas important de travailler sur ce thème, c'est essentiel, mais moi j'estime que je n'ai pas les compétences, je ne suis pas juriste, et donc je préfère laisser ce débat. Ce qui n'empêche pas d'utiliser des termes forts comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui ont été menés par le Hamas lorsqu'ils ont mené l'opération du 7 octobre, mais qui sont aussi menés aujourd'hui par l'armée israélienne lorsque l'on voit les dégâts qui sont provoqués par les bombardements menés par cette même armée. Alors en effet, hein, c'est évidemment les juristes, l'histoire nous qualifiera ça d'une façon ou d'une autre à l'avenir. Ce qui est quand même étonnant, c'est que la gravité de ces massacres, peu importe qu'on les appelle génocide ou crime contre l'humanité quand même, c'est pas très glorieux un crime contre l'humanité ou un crime de guerre non plus. Tout à fait. Mais on voit ici, je voudrais faire réagir à un retweet récent de la vice-présidente du CRIF, qui retweet ce truc-là en disant en gros, il y avait 2,1 millions d'habitants à Gaza, aujourd'hui il y en a 2,1 millions, qui rigole en disant pourquoi on appelle ça un génocide. Alors qu'évidemment, si quelqu'un faisait ça sur le 7 octobre, pareil, il serait qualifié d'antisémite forcené. Mais comment vous jugez cette façon presque de négationnisme de ce qui se passe, qu'ont beaucoup d'Israéliens ou beaucoup de supporters d'Israël qui sont pas s'émouvoir la gravité de ce qui se passe? Vous savez, je trouve que c'est très grave. Je suis extrêmement choquée par une telle déclaration, parce que pour moi, elle s'inscrit dans un processus qui est antérieur, en fait, au 7 octobre. Ce processus que je qualifie d'invisibilisation des Palestiniens qui a été mis à l'œuvre maintenant depuis des années par les Israéliens et par ceux qui soutiennent les Israéliens. Les Palestiniens, on ne les voit plus. Et à partir du moment où on ne les voit plus, on rentre dans un processus de déshumanisation. Et pour moi, ce processus de déshumanisation a été incarné par cette phrase terrible du ministre de la Défense au lendemain des massacres du 7 octobre, qui a parlé d'animaux humains, en parlant des Palestiniens. Même si après, il est revenu en partie sur cette déclaration, mais cette déclaration a été faite. Et il me semble que ce tweet que vous nous montrez à l'instant s'inscrit pour moi exactement dans cette même logique. Les Palestiniens n'existent pas, ce ne sont pas des êtres humains, et donc de quoi se plaignent-ils et pourquoi peut-on même parler de génocide? De dire qu'il y avait 2,1 millions d'habitants à Gaza il y a un an et qu'il y a toujours 2,1 millions d'habitants veut dire clairement qu'il n'y a pas eu de morts. On est au minimum à 42 000 morts et tous les observateurs s'accordent à dire que ce chiffre doit être multiplié au minimum par 3 ou par 4. Puisque ces 42 000 morts, ça correspond à quoi? Ça correspond aux corps qui ont été identifiés. Et tous ceux qui sont disparus, qui sont sous les décombres et qui n'ont pas été identifiés, eh bien, n'apparaissent pas dans ce décompte macabre. Donc, oser dire aujourd'hui qu'il y a le même nombre d'habitants dans la bande de Gaza et que donc on ne peut pas parler de génocide et d'aller jusqu'à dire les Juifs, les Arméniens, les Tutsis auraient bien souhaité vivre un tel génocide, je trouve ça d'une indécence absolue et c'est extrêmement choquant. Et je pense que ça mériterait vraiment une condamnation parce que d'utiliser de tels propos, ça va au-delà de ce qui est, à mon avis, entendable. Je suis extrêmement choquée par cela. Et justement, comme vous avez beaucoup travaillé dans votre remarquable ouvrage de compilation pour voir tout ce qui s'est passé, toutes ces horreurs depuis un an, qu'est-ce que l'ensemble des enquêtes que vous avez relevées dans le livre disent du traitement concret que subissent les Gazaouis? Bien, les Gazaouis ne sont pas traités comme des êtres humains. Et on le voit bien dans la façon dont les responsables israéliens parlent, comment les soldats israéliens se photographient, font des selfies sur les décombres des bombardements, comme si il n'y avait pas de population. Ce qui est terrible, c'est qu'on est vraiment dans cette... Pour beaucoup, alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que tous les Israéliens réagissent de cette même façon, mais ce qui ressort lorsqu'on compile et qu'on regarde toute cette évolution de la situation depuis un an,
c'est qu'il y a un profond mépris finalement pour l'existence de l'autre, de l'autre côté de la barrière. Et ça fait écho finalement à ce traumatisme qui a été le traumatisme du 7 octobre et le sentiment que ces Palestiniens qu'on considérait comme des sous-hommes, qui étaient invisibles, qui n'étaient pas vraiment des êtres humains, ont été capables de faire ça, eh bien on va encore plus les traiter comme des non-êtres humains et qui ne méritent même pas ce titre d'être humain. Et donc vraiment, en travaillant sur ce qui se passe à Gaza depuis un an, ce qui frappe, c'est vraiment cette volonté finalement de déshumaniser encore plus les Palestiniens. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, moi, qui me frappe depuis un an, c'est qu'on a beaucoup parlé, à juste titre, des otages, on a raconté leur vie, on a montré des photos, on a interviewé les familles, ce qui est tout à fait compréhensible vu le drame qu'ils vivent. De l'autre côté, quand on parle des Palestiniens, on dit quoi? On parle de nombre. On ne met jamais un prénom, on ne met jamais un visage sur tous ces Palestiniens, ces Gazaouis qui meurent tous les jours, femmes, enfants, vieillards, jeunes. On ne connaît rien, on parle. Alors il y avait cette espèce de chiffre qui revenait, 10 000 morts, 20 000 morts, 30 000 morts, 40... mais ça ne veut rien dire. Alors que de l'autre côté, on a à cœur de dire ce que sont ces êtres humains, ces personnes. Et c'est normal. Et pourquoi ne fait-on pas la même chose de l'autre côté? Il faut considérer, on ne peut pas se satisfaire de l'idée selon laquelle les Palestiniens, ce sont des nombres. C'est très choquant quand on est simplement un être humain. Tous les êtres humains valent la même chose. Et on voit bien que dans ce conflit, on est dans quelque chose qui est très particulier quand même et qui est très singulier, qui est hors norme. J'utilise le terme de hors norme dans la préface dans l'introduction de mon livre, qui est un conflit hors norme aussi à travers cet aspect-là où, de fait, même si beaucoup s'en défendent, on ne met pas les Israéliens et les Palestiniens du tout sur le même plan et on ne les traite pas du tout de la même façon. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors, on disait tout à l'heure qu'Israël avait attaqué les journalistes, évidemment, pour qu'on ne sache pas trop ce qui se passe là-bas. Après, on a vu toutes ces images où on les a vus détruire, d'abord des mosquées, puis après les palais de justice, puis après les mairies, puis après tout ce qui faisait finalement la culture des universités de Gaza. Et il y a un point qui est peut-être encore plus choquant, même si je ne sais pas si on peut vraiment jusqu'où quantifier l'horreur, mais c'est le fait qu'ils s'attaquent aussi aux hôpitaux, qu'ils s'attaquent aux ambulanciers, qu'ils s'attaquent à toutes les aides humanitaires qu'il peut y avoir. On l'a vu d'ailleurs au Liban, et c'est passé exactement la même chose. N'est-ce pas un dépassement total de toutes les limites qui étaient posées par le droit international humanitaire? Si, toutes les limites là ont été largement dépassées depuis un an. On est vraiment dans un... C'est pour ça que je parle de conflit hors norme, parce que toutes ces règles ont été dépassées. Alors on sait qu'Israël, de toute façon, n'accorde pas beaucoup d'intérêt au droit international, que ce soit le droit humanitaire international, que ce soit le droit simplement international. Israël n'a jamais respecté une quelconque résolution de l'ONU le concernant, qui est déjà, en commençant par la résolution 242 de 1967, qui condamne l'acquisition de territoires par la force lorsqu'Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Donc Israël s'est toujours abstrait du respect de ce droit international. Et dans le conflit aujourd'hui, dans la guerre qui est menée à Gaza, eh bien Israël est toujours dans cette même logique de considérer que c'est sa sécurité qui est en jeu. Et à partir du moment où sa sécurité est en jeu, il n'y a aucune règle à respecter parce que ce qui prime, c'est de faire en sorte de détruire le Hamas pour assurer la sécurité d'Israël. Là où c'est très choquant et surprenant, c'est comment peut-on imaginer assurer la sécurité de l'État d'Israël en bombardant et en réduisant à néant la bande de Gaza? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut assurer à terme la sécurité d'un État? La vraie question, elle est là. Comment peut-on imaginer une chose pareille? C'est exactement l'inverse que ça va produire. Quand vous bombardez un territoire, vous bombardez une population, à moins d'aller alors là jusqu'au bout et de se dire qu'ils vont finir par tuer 2,1 millions d'habitants, ce qui paraît quand même un peu énorme, mais que vont devenir ces enfants
qui vont grandir avec toutes ces images en tête de tous ces bombardements, tous ces orphelins, ces estropiés, handicapés à vie. Vous croyez qu'ils vont pouvoir à terme vivre en respectant l'État d'Israël de l'autre côté de la frontière? Et donc là, on est dans, passez-moi l'expression, mais dans une absurdité dramatique. Et on peut peut-être mesurer l'étendue de ce drame avec le traitement que réserve Israël à l'ONU. L'ONU qui, comme l'a rappelé Macron, se faisant taper dessus comme un peu responsable de la création de l'État d'Israël en 1948, mais qui s'est violemment opposé. Alors, dans votre livre, vous parlez de l'UNRWA, de l'Agence des réfugiés qui était là-bas. Ça, ils sont attaqués déjà 6-9 mois au moins là-bas. Et on voit d'ailleurs que ça se poursuit, que depuis qu'ils sont au Liban, maintenant, ils tirent sur la Finule, où il y a quand même des Français dedans. Mais bon, a priori, ça n'a pas l'air très grave. Il me semble qu'ils ont déclaré persona non grata le secrétaire général de l'ONU. Mais ce qui est fou, c'est que ça ne suscite finalement aucune réaction. Vous avez pris l'exemple de l'UNRWA, qui est un très très bon exemple. Depuis des années, Israël veut se débarrasser de l'UNRWA. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que l'existence même de l'UNRWA rappelle tous les jours à Israël que la question israélo-palestinienne n'est pas réglée. Puisque cette agence a été créée en 1949, donc au moment de la création d'État d'Israël, lorsque l'armée israélienne a fait partir de ses maisons, de ses terres, les Palestiniens pour les prendre et pour s'y installer, en les repoussant dans la bande de Gaza, au Liban, en Jordanie, en Syrie. L'agence a été créée par une résolution de l'ONU pour porter assistance à ces populations réfugiées en attendant qu'elles puissent retourner chez elles. Parce que ces populations de Palestiniens devaient retourner chez elles dans le cadre d'un accord qui aurait été conclu entre Israël et la communauté internationale. Sauf que, comme ça n'a jamais été réglé, eh bien l'UNRWA fonctionne toujours, puisque la question des réfugiés n'est pas réglée. Donc le fait que l'UNRWA existe encore aujourd'hui est la démonstration, la preuve que cette question de la Palestine n'a pas été réglée, et donc montre à la face du monde que cette question est toujours pendante. D'où la volonté d'Israël de faire disparaître l'UNRWA pour faire disparaître les réfugiés et pour ne plus du tout être comptable de quoi que ce soit à l'égard de cette population qui a été obligée de partir sous les coups de l'armée israélienne. C'est ça la vraie réalité. Et donc depuis des années, évidemment qu'Israël met en cause la légitimité de l'UNRWA à intervenir, accuse l'UNRWA de soutenir le Hamas, enfin que des employés de l'UNRWA soutiennent le Hamas. Et évidemment, après le 7 octobre, eh bien, il y a eu une mise en question, en cause du comportement de certains employés de l'UNRWA qui auraient soit combattu aux côtés du Hamas, soit auraient soutenu le Hamas. L'UNRWA tout de suite a pris des mesures qui s'imposent de licencier ce personnel soupçonné d'eux, en mesures conservatoires, mais pour éviter que la polémique ne prenne trop d'importance, l'UNRWA a pris les devants, mais l'UNRWA attend toujours les fameuses preuves qu'Israël doit donner qui justifient ces mesures qui ont été prises. Or, Israël n'a toujours pas donné ces fameuses preuves et entre-temps, certains employés ont été réintégrés parce que l'UNRWA a fait sa propre enquête et considérant que certains ne sont pas du tout concernés. Mais il y en a certains, alors soit certains entre-temps sont morts parce que le personnel de l'UNRWA a payé un tribut très cher depuis le début des bombardements parce que ce sont des Gazaouis, ils vivent au sein de la population et donc ils sont aussi victimes de ces bombardements. Et donc là, il y a quelque chose de terrible vis-à-vis de l'UNRWA, parce qu'en même temps, c'est la seule institution qui est capable d'apporter le minimum de secours à la population de Gaza et du Liban aussi actuellement. Et donc de s'attaquer à l'UNRWA et de considérer que l'UNRWA doit disparaître alors que c'est la seule qui a les relais sur place et qui a l'infrastructure sur place pour distribuer l'aide humanitaire, évidemment, c'est absolument dramatique. Et c'est un observateur, et c'est vrai que l'UNRWA fait des rapports sur ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que ça porte à la connaissance de la communauté internationale aussi ce qui se passe dans la bande de Gaza, d'où la volonté aussi d'Israël de faire taire cette agence de l'ONU. Mais du coup, comment Israël justifie ça? Il va dire que l'ONU est pro-Hamas? Évidemment, puisque déjà de considérer que de toute façon l'UNRWA était complice du fait que quelques-uns de ses employés pourraient avoir des sympathies pour le Hamas, comment peut-on imaginer que les employés de l'UNRWA, qui sont des employés gazaouis, qui sont soumis à des enquêtes avant d'être employés énormes, et d'ailleurs tout le monde reconnaît que les enquêtes qui sont mises en place par l'UNRWA sont les plus abouties
que l'UNRWA n'ait jamais mis en place pour d'autres agences de l'ONU. Parce que justement, il y a toujours ce risque d'être attaqué. Donc l'UNRWA fait son travail. Qu'il y ait quelques employés de l'UNRWA qui aient des sympathies pour le Hamas ou même qui aient, mettons, combattu. Comment peut-on imaginer que ce soit autrement quand vous vivez dans cet environnement, c'est votre environnement, et que vous pouvez, évidemment, je ne justifie pas, mais c'est évident que sur des dizaines de milliers d'employés, qu'il y en ait quelques-uns qui adhèrent et qui puissent aller au-delà, bien sûr que c'est possible. Mais c'est comme dans une famille. Si vous avez quelqu'un qui est un meurtrier, toute la famille est bannie, et non seulement la famille, mais la grande famille, et les voisins des voisins. Il y a un moment, il faut être raisonnable. Comment peut-on accuser l'ensemble des employés de l'UNRWA et l'institution en tant que telle d'être complices si quelques employés ont eu des comportements qui sont inadaptés par rapport au mandat de l'UNRWA? Et si c'est le cas, effectivement, il faut prendre les mesures adaptées. Mais les employés de l'UNRWA, ils ne vivent pas hors sol, ils vivent dans un environnement. Et que donc que cet environnement puisse jouer un rôle, oui. Et là encore, je le répète, l'UNRWA a mis en place tout un tas de systèmes pour limiter le plus possible qu'il y ait quelques-uns qui aient échappé. Évidemment que c'est, à mon avis, c'est inévitable et ça ne justifie pas pour autant de jeter le discrédit sur l'ensemble de cette institution qui fait quand même un travail incroyable dans des conditions incroyables. Et quand on voit le nombre d'employés qui ont été tués dans les bombardements, eh bien, on voit qu'effectivement, ils prennent largement leur part dans ce drame qui se passe à Gaza. Et qu'est-ce que la Cour pénale internationale attend pour agir? Eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu donc une proposition de mandat d'arrêt prononcée par le procureur Khan et que maintenant, c'est au juge à estimer, à la lecture des documents, que les mandats d'arrêt doivent être émis. Donc, contre des responsables du Hamas. Alors, il y en a déjà 2 qui ont été tués entre-temps, donc il reste Yahya Sinwar, et contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a de fortes pressions qui sont exercées sur les juges pour qu'ils n'émettent pas ce fameux mandat, et que certains ont l'air de dire que les Américains auraient demandé d'attendre les élections américaines pour laisser passer ces élections américaines avant que les mandats soient émis, pour éviter de mettre les Washington dans une situation difficile si le mandat d'arrêt est effectivement émis à l'encontre de Netanyahou et de Galland. Donc on voit bien que là qu'on est dans un moment beaucoup plus politique que juridique, et que même si la Cour pénale internationale doit rendre son avis, et d'ailleurs il y a quelques semaines, le procureur a fait une déclaration selon laquelle il fallait absolument que les juges rendent leur jugement, parce que le délai est quand même très long par rapport à ce qu'il est dans d'autres dossiers. Et donc là, on voit bien qu'Israël considère que ce mandat est un scandale, parce qu'Israël, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, se sent au-dessus des lois et au-dessus des lois internationales. Il considère que ces lois s'appliquent à tout le monde, sauf à l'État d'Israël. Et donc, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées par des journalistes qui ont expliqué à quel point les juges subissaient des pressions énormes de la part d'Israël et de certains alliés d'Israël pour que ce mandat ne soit pas émis. Mais si le droit ne peut rien faire et que les institutions internationales font la démonstration de leur impuissance, est-ce que le seul espoir que ce massacre s'arrête, ce ne serait pas de convaincre les Américains de retirer leur soutien? Si, bien sûr. Alors, il y a 2 choses. Je crois qu'effectivement, si ces mandats d'arrêt n'étaient pas émis, ou s'ils ne sont pas émis, je pense, alors je vais peut-être un peu loin, mais je considère que le droit international sera mort à ce moment-là. Là, il y a une question aussi de crédibilité de ce droit international qui est mis en avant par beaucoup, estimant qu'il ne nous reste plus grand-chose, mais que ce droit international, il est quand même là. Il a le mérite d'exister. Il est mis à mal en ce moment par ce qui se passe à Gaza et maintenant au Liban, c'est une évidence, mais que ça reste quand même quelque chose qui existe. Donc, on peut espérer que la décision sera rendue et le plus vite possible. Sinon, je crois que ça va effectivement mettre en grande difficulté la crédibilité de ce droit international. Mais si aujourd'hui, on veut que les massacres arrêtent, ce n'est pas le droit international qui va arrêter. Le droit international se situe dans une temporalité qui est longue, bien trop longue par rapport au désastre de la situation vécue par les populations civiles. Donc si on veut arrêter les massacres aujourd'hui, il y a une seule chose à faire, mais qui serait finalement très facile à faire. C'est effectivement que les États-Unis arrêtent d'envoyer des munitions à Israël, ce qu'il fait depuis 1 an. Il y a un véritable pont aérien entre Washington et Tel Aviv.
et que si on veut arrêter cette guerre, la seule chose à faire, c'est de convaincre les Américains, parce que finalement, ce sont les seuls qui fournissent de façon significative de l'armement à Israël. Et on voit bien là qu'on va rentrer dans une autre difficulté, c'est la campagne électorale américaine qui fait que Biden est complètement contraint par cela et qu'il ne veut absolument pas donner des arguments à Trump qui évidemment pourrait s'en servir et mettre encore plus en difficulté sa vice-présidente candidate. Est-ce que ça veut dire que le résultat des élections américaines va être significatif le mois prochain ? Alors, il peut l'être. Maintenant, moi, je ne suis pas sûre que ça change radicalement les choses. C'est-à-dire que même si Kamala Harris était élue, est-ce que ça changerait véritablement la politique américaine à l'égard d'Israël? Même ça, j'en suis pas convaincue. Même si on a vu Kamala Harris avoir plus d'empathie à l'égard des victimes de Gaza, en même temps, on la voit complètement réaffirmer sa position traditionnelle des démocrates, qui est un soutien conditionnel à Israël, qui soutient l'opération au Liban, qui soutient de fait éventuellement un bombardement de l'Iran. Donc ces dernières déclarations de Kamala Harris vont dans le sens finalement d'une stratégie très proche de celle que pourrait être menée par Donald Trump s'il était élu. C'est simplement la façon de faire qui sera différente, avec des propos très caricaturaux de la part de Trump, peut-être plus modérés de la part de Kamala Harris, mais sur le fond, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose sur la stratégie menée par Washington à l'égard de ce qui se passe à Gaza. Oui, mais alors si on ne peut pas compter non plus sur les Américains, est-ce que vous pensez qu'une politique de boycott ou de sanctions internationales pourrait avoir de l'effet ? Alors je pense que Netanyahou, en tous les cas, serait sensible, c'est-à-dire qu'il n'aimerait pas du tout, par exemple, qu'il y ait un système de sanctions qui s'impose à Netanyahou, comme on en a mis contre d'autres chefs d'État qui ne respectaient pas le droit international quand même. Mais dans le cas d'Israël, ça n'a toujours pas été décidé. Donc même si ça n'arrêterait pas le cours de la guerre, quand même, psychologiquement et symboliquement, ça aurait son importance. Parce que ça voudrait dire que Netanyahou est traité comme d'autres chefs d'État considérés comme des chefs d'État voyous, pour parler simplement. Donc ça aurait son importance en termes symboliques. Là encore, ça n'arrêterait pas la guerre pour autant, mais s'il y avait des vraies sanctions qui s'imposaient à Netanyahou et à certains de ses ministres, là je voyais en arrivant que le gouvernement britannique réfléchit à la possibilité d'imposer des sanctions contre les deux ministres les plus radicaux, qui sont Smotrich et Ben-Gvir, en raison des déclarations qu'ils ont faites, qui sont des déclarations effectivement extrêmement choquantes. Donc, si ces mesures sont prises déjà contre ces deux ministres qui permettent à la coalition gouvernementale de se maintenir, évidemment, ça serait quand même sûrement un problème pour Netanyahou, mais qui instantanément dirait que tout ça, ce sont des actes antisémites. Je pensais plus à des sanctions de type économique, enfin, saisir les avoirs de la Banque centrale israélienne, en tout cas geler les avoirs de la Banque centrale israélienne. Pour d'autres pays, ça s'est fait très vite. Il y aurait une première chose qui serait très facile à faire, et d'ailleurs qui est demandée par certains pays, et là je vais revenir aux pays européens, puisqu'on ne parle pas du tout de l'Europe qui est complètement absente de tout cela, mais il y a un accord d'association qui a été signé entre Israël et l'Union européenne, et qui apporte des avantages importants à Israël en termes économiques, mais aussi en termes d'échanges universitaires dans la recherche, où Israël bénéficie quand même d'une aide dans le domaine de la recherche grâce à des fonds européens. Et donc la première chose qu'on pourrait faire, et qu'on aurait déjà dû faire, à mon avis, depuis des mois et des mois, pour sanctionner Israël dans cette guerre menée à Gaza, ce serait de suspendre cet accord d'association qui a été conclu entre l'Europe et Israël. Mais là, vous savez bien qu'au sein de l'Europe, il y a des positions très différentes et qu'un certain nombre de pays européens ne veulent absolument pas entendre de la suspension de cet accord. Alors que ça, je pense que ce serait une mesure qui, là, pourrait être significative et pourrait avoir un impact. Quand on regarde, c'est quand même un des rares conflits où on est à ce point inondé d'images et de vidéos totalement insoutenable, où on voit des enfants par dizaines massacrés dans les attaques. On a vu encore il y a quelques jours là, cette cour d'hôpital où les gens étaient brûlés vifs. On entend parfois dire que si pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait eu les images des technologies actuelles, on aurait vu les crimes de guerre à l'époque, alors que les choses auraient sans doute été différentes. Or là, on les a sous le nez, en plus avec un petit pays, l'Allemagne nazie de l'époque. On voit une grande indifférence de nos sociétés. Comment c'est possible ? Alors vous savez, malheureusement, ce n'est pas spécifique à ce qui se passe à Gaza.
Moi qui ai travaillé aussi beaucoup sur le conflit en Syrie, souvenez-vous les images qu'on a vues, en particulier les fameuses photos de ce photographe César, qui était ce militaire syrien qui a pris des milliers de clichés de tous ces corps torturés et qui les a fait sortir de Syrie pour alerter la communauté internationale, pour faire quelque chose et arrêter ces massacres. Que s'est-il passé? Les photos de César ont été exposées à l'ONU. On peut se dire c'était le meilleur endroit pour qu'il y ait une réaction et pour qu'on arrête cela. Qu'est-ce que ça a donné au bout du compte? Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe au Soudan actuellement, où vous avez là aussi des massacres tous les jours qui sont menés au Soudan? Personne ne réagit face à ça. Et donc ce qui est terrible, c'est que, et c'est en rien pour minimiser ce qui se passe à Gaza, mais finalement on s'aperçoit que on assiste, on voit des conflits se dérouler sous nos yeux. On a les images, comme vous le dites, aujourd'hui c'est documenté. Tous ces conflits sont documentés. La Syrie est un conflit extrêmement documenté. Le Soudan, il y a moins d'images, mais si on veut les chercher, on va en trouver. Le conflit à Gaza est extrêmement documenté. On a tous les éléments et tous les rapports qu'on a publiés dans ce livre noir de Gaza le démontrent. On arrive à avoir des informations et finalement, on regarde tous impuissants ce qui se passe avec, en laissant faire ces conflits. Et ce qui est terrible, c'est ça, c'est de se dire, mais quoi, est-ce qu'on est devenu, on a perdu notre humanité à ce point, à un point tel qu'on n'arrive même plus à s'émouvoir, à se mobiliser pour tenter d'exercer des pressions sur ce qui se passe. Et dans le cas de la guerre à Gaza, il y a un dernier élément qui rajoute, si je puis dire, encore plus de la complexité, c'est que, et on le voit bien dans les déclarations de Netanyahou, dès que quelqu'un s'élève contre des propos tenus par Netanyahou ou qui critique la stratégie militaire menée contre la bande de Gaza, eh bien, est instantanément qualifié d'antisémite. Et à ce moment-là, tout s'arrête. Il y a une espèce d'effet de sidération. Quand Netanyahou, à la tribune de l'ONU, il y a quelques semaines, déclare que l'ONU est un marécage antisémite. Until Israel, until the Jewish state is treated like other nations, until this anti-Semitic swamp is drained, the UN will be viewed by fair-minded people everywhere as nothing more than a contemptuous farce. Et que cette déclaration ne provoque rien et que le secrétaire général de l'ONU est persona non grata en Israël, qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'il y ait une réaction? Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de réactions dénonçant des propos. Et ce propos de Netanyahou à la tribune de l'ONU, je la trouve mais d'un choquant absolument incroyable. So what? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'Israël évite vraiment de cibler les civils, femmes et enfants, comme ils le disent? Ah non, pas du tout. Et on voit bien dans les bombardements tels qu'ils sont menés qu'il n'y a aucune volonté d'éviter les femmes et les enfants. Alors je ne dis pas qu'ils sont visés spécifiquement, mais aucune précaution n'est prise pour éviter de toucher les femmes et les enfants. Et tous les bombardements qui se déroulent, quand vous attaquez une école, un hôpital, ben vous êtes sûr que vous allez quand même toucher des civils, donc des femmes et des enfants. Il y a eu un hôpital pédiatrique qui a été pris pour cible par l'armée israélienne. Donc évidemment qu'on voit bien que cette idée selon laquelle eh bien, il y a des cibles qui sont visées plus que d'autres ne tient pas du tout dans ce conflit dans la bande de Gaza. Et quand Israël utilise des bombes de 500 kg ou de 1000 kg, eh bien, ce sont des bombes qui sont destinées à détruire le plus possible et non pas à viser un objectif précis. Sinon, vous utilisez une bombe qui est beaucoup moins lourde et à ce moment-là, vous pouvez viser. Vous savez, ce qui est quand même très troublant dans toute cette guerre qui est menée à Gaza, c'est qu'on voit bien quand Israël veut viser une personne en particulier. Et je pense évidemment à l'assassinat de Ismail Haniyeh, qui était le chef du Hamas, de la branche politique du Hamas, qui était en visite à Téhéran fin juillet pour l'intronisation du nouveau président iranien. Israël a réussi à le viser alors qu'il était dans un appartement dans un immeuble, et ni l'appartement du dessus, ni du dessous, ni de ce côté n'a été touché. Ils ont réussi à viser exactement la personne qui était dans le collimateur d'Israël, qui était Ismail Haniyeh. Ce qui veut donc dire que lorsqu'ils veulent, ils peuvent absolument toucher une personne précisément, sans faire de dégâts autour. Et donc quand, à l'inverse, vous employez une bombe de 500 kg ou de 1000 kg, c'est que vous avez l'intention effectivement de viser une personne, mais si ça détruit tout au passage, peu importe. Ça fait partie de ce qu'on appelle pudiquement les dégâts collatéraux.
Puisque vous parlez d'Anié, on voit que Israël a réussi à éliminer un nombre important de dirigeants du Hamas. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et que ça va permettre de rétablir la paix? Alors, je vais faire un petit retour en arrière pour répondre à votre question. C'est que ça fait des années maintenant que tous les responsables du Hamas sont systématiquement visés par des assassinats ciblés. Il y a eu non seulement Sher Yassine, qui était le fondateur du Hamas, qui a été tué. Tous les responsables du Hamas, depuis une vingtaine d'années, sont systématiquement ciblés avec l'objectif, évidemment affiché d'Israël, d'affaiblir le Hamas. Est-ce que ça affaiblit le Hamas? Quand on voit que le Hamas, en dépit de tous ces assassinats ciblés, a été capable d'organiser le massacre du 7 octobre. Ça montre bien que cette stratégie qui est menée depuis des années par Israël, de bombarder. Si vous reprenez la succession des guerres dans la bande de Gaza, il y en a eu un nombre incroyable. Tous les ans ou tous les 2 ans, vous avez une opération militaire menée par Israël contre la bande de Gaza, visant à assassiner des responsables et à affaiblir ce qu'on appelle les infrastructures du mouvement. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, ça a été le 7 octobre, qui est la pire opération jamais menée par le Hamas contre Israël. Donc cette stratégie qui est mise en place par Israël, en quoi est-elle efficace? Si on parle simplement en termes de résultat, on voit bien que c'est un résultat qui est nul, parce que non seulement le Hamas n'a pas été défait jusque-là, que l'assassinat des différents responsables n'ont pas empêché le mouvement de continuer à s'organiser, à nommer de nouveaux chefs, qui eux-mêmes ont été capables de quoi? D'organiser ce terrible massacre du 7 octobre. Donc c'est exactement l'inverse qui est obtenu par cette stratégie. Et ce qui est en train de se passer au Liban risque de produire exactement les mêmes effets. Donc effectivement, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, le secrétaire général du Hezbollah, a été tué. Beaucoup des responsables et des commandants du Hezbollah ont été tués, mais déjà d'autres responsables avaient été tués auparavant. So what? Ils sont toujours là, le mouvement est toujours là, affaibli, très affaibli. Là, le Hamas, évidemment, est très, très affaibli, bien plus que dans les opérations précédentes. Mais est-ce que c'est ça qui va permettre de régler la question? Bien sûr que non. C'est sûr de faire la paix s'il n'y a plus d'interlocuteurs aussi, non? Mais ça a toujours été la même stratégie d'Israël. Israël a une stratégie depuis maintenant des années et des années. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu les fameux accords d'Oslo en 1993, la poignée de main entre le premier israélien Rabin et Yasser Arafat, le Palestinien. Eh bien, à ce moment-là, on s'est dit, ça y est, il va y avoir une paix, on va enfin sortir du conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, il y a eu la volonté des deux côtés, l'extrême droite en Israël qui tue Rabin parce qu'on l'accuse d'être un traître parce qu'il a signé avec Arafat, et de l'autre côté le Hamas qui est contre les accords. Et petit à petit, Yasser Arafat a été complètement délégitimé par les Israéliens estimant qu'il ne faisait pas le boulot nécessaire pour arrêter les actions terroristes contre Israël. Il a été complètement démonétisé et les Israéliens considéraient qu'ils n'avaient plus d'interlocuteurs. Ils ont fait monter Mahmoud Abbas, qui est devenu, à la mort d'Arafat, le chef de l'autorité palestinienne. Dès qu'il a été mis à la tête de l'autorité, les Israéliens n'ont eu de cesse que de participer à son affaiblissement en le délégitimant et pouvant dire après, vous voyez bien, de toute façon on ne peut pas négocier avec les Palestiniens, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc exit l'autorité palestinienne. Israël a favorisé la montée du Hamas contre les mouvements nationalistes palestiniens en se disant si c'est le Hamas qui monte, eh bien on pourra dire, une fois qu'on aura écrasé l'OLP et le Fatah, les partis nationalistes palestiniens, eh bien, on est face au Hamas. Évidemment qu'on ne peut pas négocier avec le Hamas parce que c'est un mouvement qui se réclame de l'islam politique et donc on ne peut pas négocier avec eux. Et donc toute la stratégie d'Israël maintenant depuis des années, c'est de toute façon de faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun interlocuteur côté palestinien et qui justifie quoi? L'utilisation de la manière forte, l'utilisation de la guerre. Parce que, comme il n'y a pas d'interlocuteur avec qui négocier, la seule issue qui reste, c'est la guerre. Et donc, c'est une stratégie qui est très, cohérente maintenant depuis des années et des années. On en parle depuis quelques minutes, mais finalement, c'est quoi ce Hamas? C'est uniquement une organisation terroriste?
Alors, à l'origine, c'est un mouvement politique, hein, c'est le mouvement de la résistance islamique. C'est pour ça que c'est un mouvement qui se présente comme un mouvement de résistance. Alors, je sais que de dire ça aujourd'hui en France est scandaleux et apparaît comme étant une volonté de soutenir le terrorisme. Hein. Donc, je prends les devants en disant ça tout de suite. Mais c'est avant tout un mouvement qui veut imposer l'existence de la question palestinienne, qui veut mettre en avant le fait qu'il faut effectivement reconnaître la possibilité pour les Palestiniens d'avoir un État. Donc, il est considéré comme un État, comme un mouvement terroriste, parce qu'il utilise des méthodes terroristes en menant des attaques. Et l'attaque du 7 octobre, effectivement, est une attaque terroriste qui est menée, qui a pour objectif de terroriser la population israélienne en menant ces opérations. Mais c'est un mouvement qui s'est installé dans la bande de Gaza d'un point de vue politique, avec un programme politique. C'est un mouvement social qui a mis en place tout un tas d'écoles et de centres de santé qui assuraient aussi toute cette fonction sociale définie par le mouvement des frères musulmans. Donc c'est un mouvement politique avec une branche armée qui, elle, a un objectif, effectivement, qui est de faire valoir les intérêts de cette résistance palestinienne par des moyens aussi militaires et considérés par des actions qui sont des actions terroristes. Donc on ne peut pas, à mon avis, résumer le Hamas à un mouvement terroriste. Pour moi, ça n'a pas de sens et ça ne donne pas à comprendre ce que c'est, mais c'est un mouvement politique avec une composante militaire, exactement comme le Hezbollah, où vous avez une composante politique avec des députés qui sont présents au Parlement libanais et une branche militaire qui, elle, considère qu'elle défend les intérêts de son peuple. Et c'est de ça dont on peut discuter ensuite. Mais c'est plus facile de dire que le Hamas est uniquement un mouvement terroriste, parce que dès que vous dites mouvement terroriste, il n'y a plus aucune négociation possible. Et donc, vous évacuez la question, non seulement, mais vous évacuez la question palestinienne. Et tout l'objectif aujourd'hui d'Israël, depuis un an que la guerre est menée à Gaza, c'est d'éliminer la question palestinienne. L'objectif d'Israël, c'est de faire en sorte que la question palestinienne n'existe plus. Il y a plus, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Sauf que on ne règle rien comme ça et que cette question, quoi qu'il arrive, ressurgira parce que vous ne pouvez pas priver indéfiniment un peuple d'un territoire, d'une identité, simplement de ce qu'il est, du fait qu'il existe. Vous l'avez évoqué un peu rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez des reproches qui sont faits à Netanyahou d'avoir eu une espèce de double langage, de double traitement avec le Hamas, qui semblait être vraiment un ennemi utile ? Alors, parce qu'il a aidé, il a soutenu. Oui. Ça, les gens ne savent pas, on en a déjà parlé ici. La presse israélienne a bien expliqué qu'évidemment, Israël avait favorisé au début l'émergence pour contrer l'OLP. Et puis après, il y a des articles assez hallucinants du Haaretz, d'ailleurs, qu'il faut saluer. Hein, parce qu'il y a quand même un journal qui fait un travail hallucinant sur la planète, sur ce conflit. C'est bien Haaretz. Qui expliquait qu'ils avaient envoyé, je crois que c'est le chef du Shin Bet, aller négocier au Qatar pour être sûr que de l'argent arrive bien au Hamas, quoi. Oui, parce que tout le comportement d'Israël, finalement, c'est qu'il est puissance occupante, hein, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même une puissance qui occupe un territoire qui ne lui appartient pas. Et donc, il considère qu'en s'étant retiré de la bande de Gaza, en ayant enlevé, démantelé les colonies en 2005, à l'époque c'était Ariel Sharon, Premier ministre israélien, qui en démantelant les colonies, n'est plus puissance occupante. Mais comme Israël continue à contrôler les frontières maritimes, terrestres et aériennes, continue à être une puissance occupante. Et à partir de là, la puissance occupante a des obligations vis-à-vis de la population qu'il occupe. Mais comme Israël n'a aucune envie d'assumer ses responsabilités, effectivement, il avait au départ laissé monter le Hamas pour lutter contre les partis nationalistes palestiniens. Mais quand après le Hamas est arrivé au pouvoir, il s'en est accommodé parce qu'il avait beau jeu de dire qu'il n'était plus question de négocier quoi que ce soit avec le Hamas des droits des Palestiniens parce que le Hamas n'était pas un interlocuteur, mais en même temps ne voulait pas du tout continuer à subvenir aux besoins de la population de Gaza qui était sous blocus. Parce que je rappelle que le blocus existe depuis 2007, il a été renforcé au lendemain des attentats du 7 octobre, mais le blocus existait déjà. Mais donc la population, de quoi vivait-elle? De pas grand-chose, puisqu'il y avait ce blocus. Et donc Israël, ne voulant pas financer, est allé faire appel au Qatar, en disant au Qatar, venez soutenir le Hamas, comme vous soutenez de toute façon les mouvements frères musulmans à travers le monde.
eh bien, venez soutenir le Hamas. Et donc, pour Israël, c'était très bien, si je puis dire, parce qu'il continue à occuper ce territoire, enfin à être puissance occupante, mais se dégage de ses responsabilités et fait payer par un autre. Et ce qui après permet à Israël de dire, vous voyez bien, ce méchant Qatar qui finance le Hamas et qui est responsable. Sauf qu'il a financé à la demande d'Israël, qui tous les mois voyait arriver les valises de dollars et laissait passer ces valises de dollars, alors qu'avec un blocus, Israël sait exactement tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Il ne sort pas grand-chose, mais tout ce qui rentre, il le sait. Et il y a même des virements qui sont passés par les banques israéliennes. Donc, arrêtons de dire n'importe quoi et arrêtons de considérer que le Qatar joue un double jeu. Et je ne suis pas là pour défendre le Qatar, mais tout ce qu'on a pu dire sur le Qatar dans ce domaine est complètement aberrant par rapport à l'exigence qui a été l'exigence d'Israël, qui était trop content de trouver un acteur. Alors c'est vrai que le Qatar a beaucoup d'argent, donc il pouvait financer le Hamas, mais il l'a financé à la demande. Et en tous les cas, sans aller jusqu'à dire à la demande, même si c'est réellement le cas, en laissant complètement faire et en laissant cet argent arriver tous les mois pour payer les fonctionnaires de l'autorité palestinienne dominée par le Hamas dans la bande de Gaza. Enfin, ça, c'est complètement sidérant parce qu'on a vu depuis un an que si vous dites pas terroriste avec Hamas, les pro-israéliens vous tapent dessus. Alors, si c'est un moment terroriste, on va regarder qui le finance. Et quand vous regardez, à la base, c'est Netanyahou. Enfin, c'est quand même dingue. Et puis en plus, mais qui est au courant dans le pays de ça? Oui, c'est toute l'absurdité, enfin, ou tout le cynisme de cette situation où finalement Israël se dégage de ses responsabilités parce qu'il est puissance occupante, eh bien, qu'il assume ses responsabilités. Alors, ce qu'il fait plus ou moins en Cisjordanie, mais qu'il ne voulait plus du tout faire dans la bande de Gaza. C'est bien pour ça d'ailleurs que Ariel Sharon, à l'époque, avait décidé de se retirer de la bande de Gaza parce que ça leur coûtait trop cher par rapport à ce que ça leur apportait, pour parler de façon très crue. Hein. Mais donc, il a donc fallu après trouver quand même quelqu'un pour financer cette bande de Gaza dont l'économie ne pouvait pas vivre parce qu'il y avait ce blocus. Depuis 2007, je rappelle, la bande de Gaza est sous blocus. Et c'est d'ailleurs le premier rapport que l'on publie dans ce livre, un rapport qui a été établi par B'Tselem, qui est une ONG israélienne, et qui, à l'été 2023, publiait un rapport, donc avant les attaques du 7 octobre, publiait un rapport sur l'état de la situation de la bande de Gaza qui vivait sous blocus depuis 2007. Donc tout ça est pas nouveau. Alors pour beaucoup, évidemment, c'est une découverte, mais il est important de revenir aussi à la situation avant le 7 octobre pour comprendre comment les choses après se sont déclinées. On peine à comprendre aujourd'hui quel est le but d'Israël quand il fait ça. Est-ce que c'est vraiment d'éradiquer le Hamas pour peu que ce soit possible? Alors moi, je considère qu'on ne peut pas éradiquer le Hamas, qu'on ne peut pas éradiquer une idée, une idéologie, que tout ça n'a absolument aucun sens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et là il faut revenir à ce qui se passe en Israël même, où vous avez un gouvernement de droite, d'extrême droite, avec des colons qui sont dans une logique, eux, de vouloir éliminer les Palestiniens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un certain nombre de responsables israéliens aujourd'hui de cette extrême droite, il faut finir le travail qui a été commencé en 1948. Et ils le disent publiquement. Il faut finir le travail de 48. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Palestiniens qui ont dû quitter leur maison en 48, eh bien, tout le monde n'est pas parti. Il y en a un certain nombre qui sont restés. Et donc, il faut faire partir maintenant tous les Palestiniens de la terre que eux considèrent comme une terre juive, une terre israélienne, sur laquelle les Palestiniens n'ont pas le droit de vivre. Et certains vont même jusqu'à dire aujourd'hui que les Palestiniens, ce sont eux qui ont colonisé la terre de Palestine. Cette terre, à l'origine, est une terre juive, que les Palestiniens sont venus l'occuper et qu'il est temps qu'ils la quittent et que ça revienne aux Israéliens. Et donc, on est dans un discours, dans un narratif, comme on dit aujourd'hui, qui est complètement renversé, où ça n'est pas Israël puissance occupante, mais ce sont les Palestiniens qui se sont installés sur cette terre qui ne leur appartient pas, et donc il est temps qu'ils en partent. Et pour cette extrême droite israélienne, de toute façon, la solution est toute trouvée. C'est que les Palestiniens, ils peuvent aller dans n'importe quel autre pays arabe, comme si les Palestiniens se reconnaissaient en Syrie, en Jordanie, en Arabie Saoudite ou en Algérie. Au nom de quoi on va demander aux Palestiniens de quitter leur terre pour aller dans un pays arabe? Parce que vous avez sûrement remarqué une chose. Souvent, quand on parle des Palestiniens qui vivent en Israël, dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, on ne parle pas de Palestiniens, on dit Arabes d'Israël.
Pourquoi on utilise le terme arabe israélien et non pas palestinien d'Israël? Quand vous dites arabe d'Israël, ça veut dire que ce sont des arabes, donc ils peuvent aller n'importe où dans le monde arabe. Si vous dites palestinien israélien, eh bien vous les ancrez dans ce territoire. Et donc les Israéliens ne parlent jamais de Palestiniens d'Israël, ils parlent des Arabes israéliens, qui est une façon de nier leur identité palestinienne et que cette identité, du coup, elle peut évidemment se fondre dans n'importe quel pays arabe. Et c'est ça l'idée, c'est de dire les Palestiniens n'ont aucune légitimité à vivre en Palestine, ils peuvent aller vivre n'importe où dans le monde arabe, et donc on parle d'Arabes et non pas de Palestiniens. Est-ce que vous pensez que ce massacre des Gazaouis est imputable à Netanyahou en personne, ou est-ce qu'il continuerait même s'il n'était plus au pouvoir? Alors aujourd'hui, avec la coalition qui est au pouvoir, même si Netanyahou part, ça continuera. Ça n'est pas lié. Alors ce serait une erreur, à mon avis, fondamentale de penser, de considérer que tout tient à un bonhomme qui s'appelle Netanyahou. C'est une coalition au pouvoir et Netanyahou partage complètement l'idéologie de l'extrême droite avec laquelle il a constitué sa coalition. Et quand on voit les déclarations de son ministre de la Défense ou d'autres responsables israéliens, le massacre pourrait s'arrêter dans la bande de Gaza si la coalition gouvernementale chutait et qu'il y ait un autre courant israélien qui ne serait pas ce courant de la droite et de l'extrême droite qui arrivait au pouvoir. Mais on est loin de ça aujourd'hui. Et même après ce qui s'est passé le 7 octobre, je suis même plus sûre aujourd'hui que des partis centristes ou qui certains se revendiquaient un peu de gauche, je suis même pas sûre que cela serait capable de mener une autre position, une autre politique à l'égard de Gaza, tant le traumatisme du 7 octobre a été fort et a complètement perturbé finalement même les points de repère d'une grande partie de la société même israélienne. Et c'est là où c'est très très grave pour la suite. Il y a quelques mois, justement, d'ailleurs, je vous recommande vraiment cette vidéo de Sylvain Sipel, qui a écrit un livre remarquable sur l'État d'Israël contre les Juifs, qu'il faut vraiment lire si vous pouvez. En tout cas, regardez cette vidéo, on vous la met en lien. C'est beaucoup intéressé à ce qui se passe en Israël, à la société israélienne. Et j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que pensent les Israéliens de ce qui se passe actuellement, d'après vous? Est-ce qu'il y a des citoyens qui résistent et qui s'opposent au choix politique du gouvernement? Alors, on sait qu'il y a des grandes manifestations contre Netanyahou, certes, mais ce n'est pas vraiment des manifestations contre le massacre des Gazaouis. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent, ces Israéliens? Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la société israélienne, mais ce que je vois et ce que j'ai constaté en travaillant sur le livre noir de Gaza, c'est qu'en fait, il y a une absence totale d'empathie de la part de la société israélienne vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Et ça revient à ce que j'ai dit tout au début, cette déshumanisation qui est à l'œuvre, et donc le fait aussi que sur les chaînes de télévision, par exemple israéliennes, on ne montre pas ce qui se passe à Gaza. On montre simplement les reportages faits par l'armée israélienne qui montrent les positions prises par l'armée israélienne, mais on ne montre pas les photos, les images des convois qui sont bombardés par l'armée israélienne et qui touchent des hôpitaux, qui touchent des ambulances, parce que les Israéliens ne veulent pas voir cela et on est vraiment dans une communication de guerre menée par l'armée israélienne. Les images qui sont montrées sont les images validées par l'armée israélienne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des segments de la société israélienne qui sont évidemment très choqués. Il y a des figures, je pense à Shlomo Sand, des historiens comme ça, qui sont évidemment extrêmement choqués par la façon dont l'armée israélienne se comporte dans la bande de Gaza, de la façon dont l'armée israélienne choisit les images qui sont diffusées sur les télévisions israéliennes. Mais finalement, depuis le 7 octobre, cet effet de sidération a été tel et qui a été accentué par une chose, c'est que les kibboutz qui ont été touchés par les massacres du 7 octobre étaient des kibboutz considérés peuplés de gens de gauche et qui, eux, avaient quand même une certaine empathie à l'égard des Palestiniens avec ces associations qui s'occupaient de sortir des enfants de Gaza pour leur permettre d'être soignés dans des hôpitaux en Israël. Et ce sont eux qui ont été touchés. Et le fait que ce soit eux qui ont été touchés a évidemment bouleversé aussi la population israélienne de gauche qui, du coup, s'est sentie trahie par ces massacres du 7 octobre. Et donc, ça a complètement perturbé,
finalement cette société. Et donc aujourd'hui, il y a des manifestations effectivement en Israël contre Netanyahou, mais qui auront plutôt trait finalement au fait que Netanyahou a abandonné les otages israéliens toujours retenus dans la bande de Gaza. Et donc les manifestations demandent la chute du pouvoir de Netanyahou parce qu'il a abandonné, enfin, où cette population qui manifeste considère que Netanyahou a abandonné les otages, mais il n'y a pas une remise en question de fond de la guerre qui est menée à Gaza et des bombardements qui tuent un grand nombre de civils. Parce que cette société, de ce que j'en comprends, de par les contacts que j'ai, eh bien, est encore sous l'effet de sidération de ces massacres du 7 octobre. Parce que je crois que ça revient à une chose, je voudrais juste peut-être dire, c'est que le fait que le Hamas ait été capable de mener une telle opération, c'était inimaginable pour les Israéliens, parce que vous savez, il y a toujours ce rapport colonisateur-colonisé. Celui qui colonise estime que celui qu'il colonise, et de toute façon, est en gros un sous-homme, n'a pas les capacités de lui tenir tête, parce que la force qui colonise, elle a la force, elle, justement. Et donc, ce traumatisme de ces attentats du 7 octobre, c'est de prendre en effet boomerang le fait de cette population de Gaza qu'on considérait sous contrôle, tenue, qui vivait dans des conditions insupportables, eh bien, a été capable de faire ça. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, qui ne passe pas, parce qu'il y a toujours cette position de surplomb d'Israël, puissance coloniale, vis-à-vis du colonisé. Oui, on a connu un peu ça historiquement. Et en Algérie, par exemple, on a eu des attentats terroristes du FLN qui ont surpris les gens. Et est-ce que c'est pas un peu pareil en Israël, puisqu'ils ont un peu, enfin, ils avaient un vrai sentiment, j'ai l'impression, d'être invincibles, en fait, de les avoir enfermés. C'est ça. Et c'est pour ça que ce sentiment d'invincibilité a été remis en question par le massacre du 7 octobre et quelque chose qu'aujourd'hui, les Israéliens ont beaucoup de mal à surmonter. Quand on parle avec les Israéliens aujourd'hui, ils vous disent « mais ici, en France, vous ne mesurez pas l'ampleur du traumatisme de la société israélienne ». Si, moi je le mesure, je peux comprendre ce qu'est ce traumatisme. Mais ce que je comprends aussi, c'est le traumatisme des Palestiniens qui, depuis 1948, eh bien, aimeraient qu'on trouve une solution à la question palestinienne et qu'on ne laisse pas libre cours à Israël de coloniser, de se comporter comme il se comporte maintenant avec la guerre à Gaza. On n'a pas parlé de la Cisjordanie parce qu'effectivement c'est encore une autre question, mais qui est aussi dramatique, où la colonisation tous les jours continue, où le gouvernement d'extrême droite a armé les colons pour qu'ils fassent des descentes dans les villages palestiniens, qu'ils arrachent les oliviers, qui est la seule ressource qui permet à ces Palestiniens de vivre, et qui en pleine nuit rentrent dans des maisons et tuent comme ça sans aucune raison. C'est ça aussi la réalité. Et donc, et c'est vraiment ce sentiment effectivement de force, de toute puissance, de la puissance coloniale qu'on voit complètement à l'œuvre, Israël étant un des derniers États coloniaux au monde et qui continue à mener cette politique coloniale absolument ravageuse. Oui, mais on voit que la politique du gouvernement israélien est vraiment d'aller semer la guerre et la désolation. Mais si au final le plan réussit et qu'ils arrivent à embraser le Moyen-Orient, est-ce qu'il ne va pas y avoir plein d'Israéliens qui vont quitter Israël, alors que ce serait quand même très ironique, puisque normalement l'idée était de faire un endroit où les Israéliens seraient en sécurité. C'est bien un endroit où ils ne sont pas spécialement en sécurité en ce moment, c'est en Israël, non ? Alors là, c'est très, effectivement, il peut y avoir une situation qui risque d'être terrible parce qu'il y a des départs aujourd'hui. Et on le sait, alors les chiffres évidemment ne sont pas communiqués parce que pour Israël, c'est un désaveu total de pouvoir dire qu'il y a un certain nombre d'Israéliens qui partent. Ceux qui partent, ce sont ceux qui ont d'abord une double nationalité et il y en a beaucoup. Mais le risque dans tout ça, et ça risque d'être une catastrophe absolue à terme pour Israël, c'est que ceux qui vont rester, c'est qui ? Ce sont les plus convaincus idéologiquement qu'ils sont dans leurs droits, dans leurs bons droits, que la guerre contre les Palestiniens est tout à fait légitime pour assurer leur sécurité et que donc tous ceux qui pourraient représenter une alternative à la coalition gouvernementale actuelle, eh bien ce sont eux qui vont partir. Parce que pour eux, la vie aussi ne sera plus possible dans un Israël qui se radicalise tous les jours un peu plus avec, sous la houlette d'un Netanyahou, mais au-delà de cet homme, de cette coalition d'extrême droite qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps, au détriment de forces
israéliennes autres qui se rendent compte que tout ça va finir par mener dans une impasse totale et Israël va se retrouver au bord de l'abîme, si je puis dire, dans cette situation. Et donc ce sont eux qui vont quitter Israël en laissant finalement le pays entre les mains des plus radicaux et qui seront très heureux finalement d'avoir un Moyen-Orient à feu et à sang, même si à terme ça peut aller jusqu'à remettre en cause l'existence même de cet État d'Israël si tout le Moyen-Orient est complètement en guerre, bien évidemment. Est-ce que vous croyez que la paix sera possible avant que Gaza soit anéanti? Il ne peut pas y avoir de paix avec un Gaza anéanti. Moi, je continue à être persuadée qu'on ne peut pas penser la paix si Gaza est anéanti. Quel sens ça aurait de considérer que Gaza peut vivre, Gaza anéanti ne peut en aucun cas assurer la sécurité d'Israël. Il ne peut pas y avoir de sécurité d'Israël en dehors d'une sécurité aussi pour les Palestiniens. Les deux se tiennent. Israël, aujourd'hui, qui est dans une logique de guerre, de vouloir éliminer tous ses opposants, tous ses adversaires, tous ceux qui représentent un danger, en faisant ça, ne peut en aucun cas assurer la sécurité de l'État. Il n'y aura pas de sécurité d'Israël s'il n'y a pas un État palestinien qui permette la sécurité pour les Palestiniens. Ça, pour moi, c'est une chose qui est tellement évidente, je ne vois pas comment on peut imaginer les choses autrement que comme ça. Alors, qu'est-ce qui va rester de cette région après la guerre ? Alors là, je serais absolument incapable de répondre. C'est la première fois, ça fait pratiquement 40 ans que je travaille sur ce Moyen-Orient, Proche et Moyen-Orient. Et c'est la première fois où je ne sais plus comment penser l'avenir. Jusque-là, dans tous les conflits qui ont traversé la région, j'arrivais à me dire, il y a un espace, il faut s'engouffrer dans cet espace et il va pouvoir se dessiner quelque chose. Aujourd'hui, je suis absolument incapable de dessiner un avenir ou de pouvoir me dire, là, il y a un petit espoir. Si, il y a toujours un espoir parce qu'il y a toujours des voix qui s'élèvent, qui se disent, on va essayer d'arriver, on va réfléchir à une solution. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec cette extrême droite au pouvoir en Israël, avec ce jusqu'au boutisme de Netanyahou soutenu de façon inconditionnelle par Israël, une Europe complètement atone, l'Europe est incapable de représenter une alternative ou de proposer quelque chose, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Très difficile. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Agnès Levallois. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est dire que les Palestiniens, on a beaucoup parlé des Gazaouis, mais aussi des Palestiniens de Cisjordanie, pardon, eh bien, c'est un peuple qui est autre chose que l'image qu'on peut en avoir, hein, qui sont soit des combattants, hein, incarnés par le Hamas, mais que c'est une société qui vit. Et dans cette société, eh bien, il y a des écrivains, il y a des musiciens, il y a des rappeurs, il y a des peintres. Il y a une création artistique qui est absolument insoupçonnée ici en France ou en Occident d'une façon générale, même s'il y a un certain nombre d'associations qui essayent de mettre en valeur ce travail qui est fait par ces artistes qui vivent, on l'a dit, hein, dans des conditions très difficiles. Je parle avant le 7 octobre, parce que dans la bande de Gaza, aujourd'hui, parler de création littéraire ou artistique, c'est complètement décalé par rapport à la réalité. Mais vous aviez des groupes de jeunes rappeurs avec une volonté de montrer que justement, c'est pas que le Hamas qui s'imposait dans la bande de Gaza, mais qu'ils avaient une volonté de créer et de s'exprimer sur un mode qui n'est pas le mode religieux tel qu'on a tendance toujours à assimiler Gaza, Hamas, et donc cet obscurantisme. Hein. Et donc, ça, c'est une réalité aussi. En Cisjordanie aussi, vous avez des jeunes Cisjordaniens, des jeunes Palestiniens qui aspirent à autre chose, même d'un point de vue politique, qui s'organisent par le biais d'ONG pour proposer des objectifs politiques, remettant en question cette autorité palestinienne qui est vieille, qui est complètement déconnectée des réalités. Et donc tout ça pour dire qu'il y a une vie intellectuelle, politique, artistique, qui n'est pas connue, mais qui mérite d'être connue. Il y a quelques films qu'on a pu voir ici en France. Et ça, c'est important parce que ça montre cette vivacité d'une population qui est jeune et qui aspire à une seule chose, c'est de vivre comme tout à chacun, en dehors de l'occupation,
en dehors de ces bombardements incessants, et je ne fais pas référence uniquement à la situation depuis un an, mais avant, et donc d'une jeunesse qui aspire, comme toute jeunesse à travers le monde, à vivre, qu'on la laisse vivre et qu'on la laisse peut-être, plus important, avoir des rêves, rêver. Aujourd'hui, les Palestiniens ont les plus grandes difficultés à rêver lorsqu'ils vivent dans un environnement aussi violent, aussi dur, de cette occupation, de cette présence militaire israélienne. Alors qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est vivre, rêver. Donnons-leur la possibilité de continuer à rêver. C'est ça que j'aimerais vraiment partager aujourd'hui avec vous.